Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Deux invités ce matin. Alexandra Jousset, bonjour. Xenia Bolchakova, bonjour à toutes les deux. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur du documentaire Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine. Vous êtes aujourd'hui probablement les personnes qui ont côtoyé le plus près, enquêté au plus près de cette milice Wagner, dont on doit se poser la question d'ailleurs ce matin de savoir si elle existe encore après ces 24 heures qui ont fragilisé sans doute comme jamais la Russie. Essayez de comprendre avec vous qui sont ces protagonistes, ce que ça peut changer. Mais ma première question, vous qui avez vu au plus près Wagner, est-ce que vous avez été surprise ? Oui. Franchement, je pense que tout le monde a été surpris, à part, d'après les dernières informations, le monde du renseignement américain et peut-être occidental. Mais nous, on a évidemment été surprises parce qu'on savait qu'il y avait une escalade entre Evgeny Prigojine et le ministre de la Défense, M. Shoigu. Dans des documents qu'on a pu retrouver, on sait que cette concurrence qui est entre les deux est ancienne. Elle date depuis la Syrie, elle date depuis 2016. L'Ukraine avait aggravé ces tensions. La problématique autour des munitions, évidemment, je pense qu'on va peut-être en parler, a évidemment aggravé encore plus ces tensions. Mais de là à fomenter un coup d'État et à marcher sur Moscou, évidemment, comme tout le monde, à 9h30 du soir, vendredi, on ne s'en remettait pas, on n'arrivait pas à y croire. Et surtout parce qu'on a beaucoup entendu Evgeny Prigojine s'en prendre au ministre de la Défense, au chef d'état-major russe Valery Gerasimov. Mais il a toujours fait preuve de loyauté vis-à-vis de Vladimir Poutine. Et là, tout d'un coup, on assiste vendredi soir, clairement, à une tentative de coup d'État avec un but qui est de marcher sur Moscou et donc, sous-entendu, de renverser le pouvoir et le régime en place et donc de s'attaquer directement à Vladimir Poutine. Et ça, depuis le début de la guerre en Ukraine, on ne l'avait pas vu. Et vous dites clairement, vous utilisez le mot coup d'État. Tentative. Tentative de coup d'État, bien sûr, mais vraiment, c'est-à-dire que Evgeny Prigojine a dit dès le début, non, il s'agit plutôt d'une rébellion, certes, mais il ne voulait pas revendiquer la volonté d'un coup, ni même d'un coup militaire. C'est pas juste une mutinerie pour vous. C'est beaucoup plus, avec une volonté politique. Oui, tout à fait. Et alors, ce qui est important, c'est de montrer la préparation de ce coup d'État. Et je pense et ça, vous avez les informations qui montrent que c'est tout à fait déterminé. C'est ça. C'est pour ça que pendant 48 heures, on voulait vraiment enquêter là-dessus et avoir différentes informations. Par exemple, déjà, lui dit que, vous savez, il y a eu une frappe de l'armée sur un des camps de Wagner. C'est ça qui aurait déclenché sa mutinerie. Et sa colère. Et on sait que ça, c'est faux. On sait que c'est pas l'armée, que pour une fois, les chaînes de télé russes qui crient normalement au mensonge, pour une fois, avaient raison. C'est un mensonge. C'est quelque chose qui a été orchestré et préparé par Evgeny Prigojine. C'est une mise en scène de prétexte. Oui, alors c'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu de mort. Hein. Il y a vraiment eu un tir de missile et il y a vraiment eu des morts. Mais en revanche, c'est probablement, très certainement pas l'armée russe qui a lancé ce missile. On sait aussi que Poutine était au courant 24 heures avant de ce coup d'État et de cette tentative de coup d'État. Ce qui nous intéresse aujourd'hui et ce qu'on aimerait vraiment, c'est là-dessus qu'on enquête, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 24 heures. Pourquoi est-ce que s'il était prêt ou s'il savait 24 heures avant, il n'a pas réagi de manière plus vive ? Alors, nous, notre version, c'est qu'il a réagi. Et justement, il a mis en branle un certain nombre d'actions pour essayer de contrer Evgeny Prigojine. D'après nos informations, ce qu'on sait, c'est que le chef de la milice Wagner, avait un certain nombre de soutiens, notamment au plus haut niveau, jusqu'à l'administration présidentielle. Il avait des soutiens au sein du ministère de la Défense. Il avait des soutiens dans la frange ultra-droite politique russe. Il avait un soutien populaire. Il comptait sur ses soutiens pour sortir du bois au moment où il allait avancer ses pions. Ses soutiens ne l'ont pas fait. Quant à Vladimir Poutine, qui est informé 24 heures avant le début de la mutinerie ou de la tentative de coup d'État, appelons-la comme on veut, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Il essaye justement, enfin en tout cas c'est notre théorie, de retourner les personnes qui auraient choisi le camp d'Evgeny Prigojine pour revenir un petit peu il essaye et il réussit, si je comprends bien. Et il réussit. Et ce qu'on voit et ce qui est très déterminant, c'est la première vidéo qui a été publiée vers 23h30 vendredi soir du général Sourovikine, qui était connu pour être un proche d'Evgeny Prigojine. Et on voit Sourovikine et quelques minutes plus tard un autre général qui est le général Vladimir Alexeyev, qui étaient deux hauts gradés de l'armée russe, réputés proches, encore une fois, de Prigojine, qui enregistrent une vidéo où ils disent les combattants de Wagner, arrêtez-vous là, ne suivez pas les ordres criminels de Prigojine, c'est de la traîtrise, c'est un coup de poignard dans le dos, les fameux mots que va utiliser Vladimir Poutine le lendemain dans son allocution. Donc ces personnalités-là parlent très très vite
Et pourquoi elles parlent? Parce qu'elles sont réputées proches de Prigojine. Donc il y a ce travail de fond politique qui est mené. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, Prigojine comprend qu'il est lâché? On ne sait pas à quel moment, parce qu'après, on sait que, par exemple, quelqu'un comme Sourovikine a joué un jeu double. Il a fait cette vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début de cette vidéo, il dit « On est venu m'extirper du front. On est venu me chercher sur le front. » Donc ça montre quand même qu'il y a eu... Quand on dit « on est venu me chercher », si je comprends bien d'après vos informations, ça veut dire que ce sont les proches de Vladimir Poutine qui se sont dit, voilà, quelqu'un qu'il faut que l'on montre, il faut qu'on montre son visage, il faut qu'on montre qu'il nous soutient, nous, c'est-à-dire la Russie officielle, l'armée régulière, et qu'il n'est pas en train de basculer dans le camp de Wagner. Exactement. Et il y a eu aussi, d'après des sources au sein de l'administration présidentielle qui ont été relayées ce matin par nos confrères de Meduza, du journal russe Meduza, ordre aurait été donné très très tôt, dès le 23 juin, par Vladimir Poutine à tous les gouverneurs, à tous les hauts gradés, à beaucoup de personnalités politiques, de faire une déclaration d'allégeance au pouvoir et de qualifier les actions d'Evgeny Prigojine de traîtrise. Donc ça a été aussi au plus haut sommet de l'État évoqué dès le 23 juin. La question de la traîtrise, elle est évidemment au cœur de tout ce qui s'est joué dans ce scénario des 24 heures. Je précise, Alexandra Jousset et Ksenia Bolchakova, que non seulement vous avez enquêté sur Wagner, mais que vous continuez, et on l'entend bien dans vos mots, à enquêter sur Wagner, et que tout au long de ce week-end, vous avez essayé de comprendre ce qu'il se jouait. Au fond, quand je vous écoute, je me dis, on comprend un peu mieux. C'est-à-dire qu'on est sidéré, évidemment, d'apprendre qu'il y a eu cette mutinerie. On est sidéré aussi qu'elle s'arrête si vite. Si je comprends bien en vous écoutant, elle s'arrête parce qu'effectivement, les soutiens qu'il espérait obtenir, il ne les obtient pas. Ouais. En tout cas, c'est clairement ce qui ressort, parce que tout le monde cherche la cause de l'arrêt. Et il y a ça, il y avait aussi eu d'autres informations sur des perquisitions, sur des documents qu'aurait récupéré l'administration présidentielle sur Evgeny Prigojine. Il y a plein de spéculations, si vous voulez, sur les causes. Tout ce qu'on sait et tout ce qu'on a pu remonter nous jusqu'à maintenant, c'est que, en tout cas, le fait que parmi les traîtres qui devaient le suivre, et qui étaient aux côtés de Vladimir Poutine, ils ne l'ont pas fait. Il s'arrête finalement à 200 km de Moscou. On le voit sur les cartes pour ceux qui nous regardent sur BFM TV. La montée est quand même... c'est-à-dire, certes, ça s'arrête, mais enfin, ça avait été une progression d'une rapidité extrême. Il n'y a pas un coup de... Enfin, il y a quand même eu, je crois, 19 morts. Il y a eu des hélicoptères qui ont été abattus. Il y a eu 13 pilotes de l'armée russe qui ont été tués. C'est pas rien, mais quand même, il y a eu très peu de morts. C'était très préparé. Ça atteste encore de la thèse que c'était préparé en amont, qu'il y avait des munitions qui étaient là, qu'il y avait des carburants, qu'il y avait tout ça. Donc c'était pas vraiment spontané. Mais surtout, je pense que la question qui est importante, c'est qu'on dit tous Evgeny Prigojine a perdu. C'est pas si sûr. C'est pas si sûr, parce que normalement, un traître en Russie qui est qualifié de traître, il s'en sort pas vivant de tout ça. C'est justement ce que je voulais. C'est justement ce que je voulais essayer de comprendre avec vous. Alors, pour l'instant, on sent bien évidemment, tout le monde dit, la crainte est permanente, et j'imagine qu'il ne vivra plus dans une certaine sérénité. Mais je voudrais qu'on essaie de comprendre plusieurs choses. Est-ce que simplement déjà au moment où il s'arrête, quand il dit, je demande aux troupes de Wagner de faire demi-tour, on se retire pour éviter le bain de sang, est-ce que ça lui ressemble ? Alors, d'un côté, oui, parce qu'il n'a pas arrêté de critiquer depuis le début du conflit le bain de sang qu'impose le ministère de la Défense aux jeunes conscrits, aux jeunes soldats envoyés comme de la chair à canon sur le front. Donc, c'est cohérent de ce point de vue-là. C'est cohérent de ce point de vue-là. En revanche, dans les 24 heures qui ont précédé, il a quand même été responsable de la mort de 13 pilotes de l'armée russe. Donc, le bain de sang avait quand même commencé. Il n'a pas hésité à tirer sur son propre camp, quand même, pour déclencher son opération. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même jamais oublier que c'est quand même l'art de la manipulation incarnée. On va y revenir d'ailleurs, parce que au-delà de ce qui s'est passé pendant ces 24 heures, Prigojine, et ça vous le démontrez très bien dans votre documentaire, c'est pas seulement un chef de guerre ou de milice, c'est aussi un homme qui manipule la désinformation, qui manipule la propagande et qui en a fait même un business et un commerce. Mais quand on l'entend qui dit non mais on s'arrête presque parce que voilà, moi je pense aux soldats, je pense aux hommes, est-ce que, encore une fois, est-ce que ça lui ressemble ou est-ce que ça n'est là encore qu'une manifestation extérieure, une mise en scène? C'est une façon de communiquer pour lui. Le bain de sang, il avait déjà commencé. Et puis surtout, d'après nos sources, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait au sein de la force Wagner certains combattants qui ont quand même été quasiment forcés, fusil sur la tempe, à suivre Evgeny Prigojine dans cette entreprise. Donc il y a chez Wagner un service qui s'appelle le SB, qui est le service de sécurité interne à Wagner, qui met une pression incroyable sur les combattants qui voudraient ne pas suivre les ordres de leur chef. Qu'est-ce qui se passe avec ces combattants qui ne suivent pas les ordres? On l'a vu sur le front ukrainien, ils sont tout simplement exécutés
par les leurs. Il y a eu soit un coup de masse, soit tout simplement la gorge est tranchée, une balle dans la tête. C'est des exécutions qui ont été régulières pendant toute la durée sur le front ukrainien. Des menaces contre ces combattants ont été proférées, des familles de combattants ont été menacées si ceux-ci refusaient de suivre Evgeny Prigojine à Belgorod, à Rostov, à Lipetsk ou à Voronezh. Donc ça, c'est des faits aussi. Donc au sein même de la force Wagner, certes, il y a des fanatiques totalement persuadés que Evgeny Prigojine avait raison de marcher sur Moscou, et d'autres qui étaient tout simplement forcés d'y aller et qui n'avaient peut-être pas envie d'aller jusqu'au bout non plus. Il est exilé, officiellement. En tout cas, il aurait obtenu l'exil, mais l'impunité. Est-ce que, quand vous dites justement qu'habituellement un traître en Russie n'a pas ce destin-là, de lever toute poursuite contre lui, là encore, quelle explication vous pouvez trouver? Est-ce qu'il y a une explication rationnelle à cela? Moi, je pense que l'explication rationnelle, c'est qu'on a toujours besoin de lui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'Ukraine, mais il y a surtout, et aussi l'Afrique. Et Wagner est extrêmement présent. Ils ont 5000 hommes, au moins 5000 hommes en Afrique, en Centrafrique, au Mali, en Libye. Il y a de la Syrie aussi. On sait qu'il ouvre d'autres endroits. Il y a l'Érythrée, il essaye d'aller au Burkina Faso. Enfin, la liste des pays dans lesquels il essaye de rentrer est longue. Et c'est lui qui a des connexions. Déjà, il y a un souci géopolitique avec l'Afrique. C'est que qu'est-ce que vous faites si vous réintégrez les soldats de Wagner? Est-ce que vous dites que c'est officiellement la Russie qui va aider ces États? Parce qu'aujourd'hui, on ne dit pas que c'est la Russie, on dit que c'est une société militaire privée. Ça permet d'être un peu le faux nez de la Russie. Donc il y a cette problématique-là. Et puis l'autre problématique, c'est que pour le coup, c'est des commandants qui sont quand même très liés à Evgeny Prigojine. Les patrons des différents pays, c'est des gens qui combattent à ses côtés depuis 5-7 ans. Donc c'est pas facile de les réintégrer comme ça. Ce qu'on voyait, par exemple, sur la montée sur Moscou, c'est que parmi les 25 000 hommes, il y en a 15 000 qui étaient à peu près des détenus, qui n'étaient pas si motivés que ça. Mais il y en a 10 000 qui sont quand même des gens qui sont galvanisés, on peut dire presque fanatiques en fait, qui sont des gens qui sont là depuis longtemps. Alors c'est des mercenaires, ils sont payés, ils y vont pour l'argent, faut pas non plus oublier. Mais quand même c'est des gens qui croient aussi, il y en a pas mal qui croient en leur chef. Et qui sont presque pour certains, enfin qui se disent presque déçus que Prigojine ait renoncé en chemin. Oui, on le voyait sur les chaînes Telegram. Sur les chaînes Telegram, il y en a qui disaient « je déchire mon contrat de Wagner parce qu'on n'a pas marché sur Moscou ». Il est où? Il est où? Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il est, Evgeny Prigojine, au moment où on se parle? Je laisse Alexandra répondre. Non, on a des informations. Le problème, c'est que ces informations qui sont difficilement vérifiables, mais des bonnes sources nous disent qu'il y a un avion qui se serait posé hier après-midi en Ukraine. Dans la région de Lugansk. Dans la région de Lugansk, son avion privé. On n'a pas pu vérifier de manière indépendante cette information et qu'il irait à Saint-Pétersbourg. Mais c'est une source crédible, solide. C'est une source crédible, exactement. Mais et ensuite, on nous dit avant d'aller à Saint-Pétersbourg, où se trouve le siège de Wagner. Exactement. Donc, et où historiquement sont basées toutes ces entreprises. Ce qui veut dire, si je vous écoute toutes les deux et si on en croit vos sources, que la version selon laquelle il partirait en exil en quelque sorte en Biélorussie n'est pas réaliste pour l'instant, ou en tout cas n'est pas ce qui se passe pour l'instant. Plusieurs sources nous disent que c'est très peu probable qu'il se retrouve au Bélarus. Et pourquoi il n'irait pas en Bélarus? Qu'est-ce qu'il pourrait faire au Bélarus? Qui veut aller au Bélarus? Qui veut aller au Bélarus? Notamment ce qu'évoquait Alexandra par rapport à tous les enjeux africains. Ils ont encore besoin de lui pour qu'il continue à piloter les Russes qui sont aujourd'hui en Afrique. Est-ce que... Et puis pour réintégrer aussi, si jamais aujourd'hui, l'idée est quand même de réintégrer les hommes de Wagner dans l'armée régulière, il va quand même falloir à un moment négocier. Vous y croyez à cette réintégration? Alors on a bien compris que sur le front africain, ça poserait un véritable problème qui est aussi que ça officialiserait le fait qu'un État, la Russie, et non pas juste une milice indépendante, mais un véritable État aurait comme ça cette influence directe sur le sol africain. Mais pour ce qui est en revanche de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire de ceux qui combattent en Ukraine, est-ce qu'ils peuvent encore combattre sous l'étiquette Wagner? C'est assez compliqué. Le scénario le plus probable de ce qui peut se passer, c'est que sur les 27 000 hommes de Wagner qui étaient en Ukraine à la fin du mois de mai, début juin, il y en a 16 000 qui étaient des mercenaires professionnels, dont certains qui avaient déjà été déployés sur des terrains africains qui vont y retourner. Les 11 000 détenus qui avaient été sortis des prisons, qui comptaient aussi parmi ces 27 000 hommes, eux, très probablement, vont tout simplement signer des contrats avec le ministère de la Défense. Il va y avoir une répartition comme ça de ces hommes entre différentes forces. Il n'est pas non plus impossible qu'ils rejoignent d'autres compagnies militaires privées. On a beaucoup parlé de Redoute. Il n'y a pas que Wagner. Il n'y a pas que Wagner. Le nombre de compagnies militaires s'est démultiplié cette dernière année
en Russie. Il y a la célèbre Redoute qui est sous le patronage du ministère de la Défense. Il y a une compagnie militaire privée qui appartient à Gazprom. Enfin, je veux dire, il y en a beaucoup. Donc, il est pas exclu qu'il y ait une répartition de ces hommes entre ces différents groupes. Au sein des soldats, on a vu circuler une vidéo cette nuit qui... d'après ce que l'on comprend, seraient des soldats russes qui décident d'exécuter un soldat qui, lui, serait pro-Wagner, comme étant considéré comme une forme de traître. Alors, on ne sait pas la véracité ou non de cette vidéo, mais est-ce que ça laisse entendre que si ces hommes de Wagner disent, bon, bah voilà, comme promis, à partir du 1er juillet, nous devenons des soldats russes de l'armée régulière, vont-ils être accueillis sans représailles ? Moi, je mets en doute quand même cette vidéo pour la simple et bonne raison qu'il y a une sorte d'amitié d'armes entre les soldats, enfin, on va dire pas les hauts gradés, mais entre les soldats, les hommes de terrain, les soldats de l'armée régulière et les combattants de Wagner, depuis toujours sur tous les terrains d'opération. Donc, au fond, qu'ils soient sous l'étiquette Wagner ou qu'ils soient sous l'étiquette de la Russie régulière, ils ont le même combat et ils sont frères d'armes. C'est une intégration un peu naturelle. Ouais. Il ne faut quand même pas oublier qu'au sein de Wagner, la plupart des combattants, ce sont des anciens militaires professionnels. Donc ils viennent aussi de la même formation que les soldats qui sont actuellement dans l'armée russe. Donc, même si pour certains, ils sont passés par la case-prison. Bien sûr. Oui, mais par exemple, c'était aussi important de noter que le recrutement dans les prisons, c'était plus Evgeny Prigojine depuis quelques mois qui le faisait, mais c'était l'armée régulière, le ministère de la Défense. Donc même ces recrutés de prison qui ont signé des contrats qui, on disait, ils avaient prêté allégeance à Prigojine parce qu'ils les avaient sortis de prison. Ce n'est même plus le cas. C'était même plus le cas. Donc maintenant, c'était le ministère de la Défense. Donc oui, c'est assez naturellement, ils peuvent travailler ensemble quand même. Il a demandé la tête du ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, qui, selon la télévision russe, serait réapparu, selon la chaîne Rossiya 24, se serait rendu dans un poste de commandement des forces russes en Ukraine. Il y aurait, dit la télévision russe, tenu une réunion avec des responsables d'une des unités. Ces images, vous pouvez les voir sur BFM TV en ce moment même. Est-ce qu'on peut y croire à ces images ? Il en est où ? C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir où est Evgeny Prigojine, mais on se pose aussi la question de savoir où est Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense. Je pense que la question n'est pas tellement de croire ou pas les images, elle est du message politique qui est envoyé. C'est-à-dire que l'idée de croire, on ne sait pas quand est-ce que ces images ont été tournées. En fait, on n'en est même plus à la question de la véracité. Voilà, on est au-delà de qu'elles ont été tournées ou quoi. Voilà, ce qui est tout important, n'est que message politique. Voilà, le message politique, c'est de dire qu'il est toujours là et qu'il est toujours ministre de la Défense, alors que toutes les spéculations étaient que Evgeny Prigojine aurait pu obtenir la tête de Shoïgu en échange d'éviter ce bain de sang. On ne sait pas ce qui va advenir dans les prochains jours, d'ailleurs. Il faut surtout ne pas anticiper sur les prochaines heures. On voit que les choses peuvent changer extrêmement rapidement. Exactement. Mais en tout cas, aujourd'hui, maintenant, c'est toujours Shoïgu qui dirige l'armée. Officiellement, en tout cas, il dirige toujours l'armée, on ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est, les images ne sont pas datées. Remarquez qu'il n'y a eu aucune réaction aux événements de ce week-end, ni de la part de Shoïgu, ni de la part de Gerasimov. Donc, on peut quand même se poser la question de savoir si ils sont toujours libres de leur mouvement ou... Alors, il y a certaines chaînes Telegram ce matin, côté russe, qui sont plutôt bien informées auprès des services de sécurité russes, qui affirmaient que Sergueï Shoïgu était en détention et qu'il était sous bonne garde. En tout cas, si je vous écoute, si Vladimir Poutine avait voulu les mettre en avant et montrer qu'ils sont toujours en commandement, on les aurait vus. On les aurait peut-être vus en sa compagnie, assis à la même table, en train d'évoquer les événements du week-end. Ce qui n'a pas été le cas. Vladimir Poutine lui-même, il est toujours au Kremlin ? On ne sait pas. On sait pas. On sait pas. Il y a plusieurs théories sur l'endroit où il se trouverait. Ça serait Sochi, Valdai ou dans la région de Tver, ou bien à Moscou. Qui est le plus fragilisé aujourd'hui après ces 48 heures en Russie ? Est-ce que c'est Evgeny Prigojine ou est-ce que c'est Vladimir Poutine ? Franchement, les deux ont quand même beaucoup perdu. Evgeny Prigojine, il n'a plus son armée. Enfin, il va perdre son armée, ce qui est quand même... Et vraisemblablement, juste, je voudrais rappeler que Evgeny Prigojine, avant tout, est aussi un mafieux, quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent et un oligarque, contrairement à ce qu'il veut faire oublier. Et il avait des contrats, et son argent venait des contrats qu'il avait avec le ministère de la Défense, en partie sur la fourniture des cantines de soldats. Là, on voit mal les contrats continuer. Donc déjà, la source d'argent et de revenus va peut-être se tarir. Et puis sur Poutine, franchement, clairement, on pense qu'il a énormément perdu. Enfin, tous les commentateurs, tous les gens qui ont regardé la situation disent que lui, qui doit être l'homme fort de la Russie, a quand même montré des signaux de faiblesse. Les Russes eux-mêmes, comment est-ce qu'ils réagissent ? Est-ce qu'on sait comment est-ce qu'ils réagissent ? Est-ce qu'on sait ce qu'ils espèrent ou redoutent pour les semaines, les mois qui viennent ? De manière assez globale, il n'y a pas vraiment de société civile russe qui réagit à ce genre d'événement. Donc c'est plutôt des réactions
au pointillé. Donc, ce qu'on a vu dans la ville de Rostov, par exemple, c'était assez impressionnant. Cette foule de gens qui accompagnaient Evgeny Prigojine sur le départ, en serrant sa main, en le saluant, en criant Wagner, Wagner, quelque chose qu'on n'attendait pas. Très, très honnêtement, moi, je m'attendais pas du tout à voir ça. Dans les grandes villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, c'est plutôt une crainte de voir l'armée se déployer aux portes de la capitale. Il y avait quand même une certaine tension, mais globalement, la réaction des Russes, elle suit aussi le ton qui est dicté à la télévision d'État, qui est le chef du Kremlin a la situation sous contrôle, Evgeny Prigojine est un traître. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que d'un point de vue, vraiment dans la mentalité russe, cette notion de traîtrise, elle est très importante. Tu ne peux pas trahir et aller contre ton propre peuple en temps de guerre. Et le fait qu'il ait fait ça, ça lui a aussi valu la perte de certains soutiens, notamment dans les milieux d'ultra-droite, qui ont justement regardé... Qui sont d'abord nationalistes. Qui sont d'abord nationalistes et patriotes, et qui ont vu cette action comme étant justement une traîtrise vis-à-vis du peuple russe, qui est en train de mener une guerre pour sa survie face à l'OTAN, face à l'Ukraine et tout ça. Donc ce narratif-là est très présent aujourd'hui, cette notion de traîtrise très importante. Merci à toutes les deux d'avoir pris le temps ce matin de nous informer au plus près donc de ce qu'est véritablement Wagner. Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine. Voilà le nom de votre documentaire qui a été primé. Vous avez reçu le prix Albert Londres. Alexandra Jousset et Ksenia Bolchakova. Merci à toutes les deux. Il est 8h54 sur RMC BFM TV.